Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'ai l'immense joie de vous faire découvrir une auteure romancière que j'ai découvert il n'y a pas longtemps mais qui est incroyable, c'est Séverine Vidal. Alors, elle a écrit, on va parler que de bouquins, je vous préviens, pendant une heure, on va parler de livres, vous savez que j'adore ça. Donc je suis très heureuse de parler pendant au moins une heure de livres, de ces livres. Coucou Cécile, coucou Juju. J'espère que ça va de votre côté. Si vous avez des questions à poser à Séverine, n'hésitez pas. Je pense qu'elle va pas tarder à arriver. Bonjour, Réali Baba. Ah, Séverine est là. Oui, bon anniversaire, Cécile, excuse-moi. Coucou Isabelle. Alors, Séverine arrive dans quelques... Bonjour. Bonjour, Bonjour Séverine. bonjour tout le monde, bonjour. Enchantée de te voir en Ça me vrai. fait plaisir aussi, merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Si on replace un petit peu l'histoire de ce live et notre rencontre, c'est quand même autour d'un personnage illustre de la littérature française, qui est notre George Sand national. Ouais, Ouais. Et nous allons en parler parce que vraiment ce roman graphique, je crois qu'on peut dire ça comme ça, on peut. est complètement vraiment incroyable. Donc notre rencontre est due à, je raconte un petit peu la genèse de tout ça. C'est grâce à Olivia, que j'écorche pas son nom, d'Allemagne, qui écrit pour un journal qui s'appelle Fémineuf, qui n'est pas très connu, mais qui est très bien. C'est un trimestriel qui a un gros pavé comme ça, et les articles sont plutôt sympathiques. Ils sont vraiment bien. Ils sont bien fournis. Et donc tu as été interviewée Absolument, de ouais. l'illustratrice Kim Consigny. Avec Kim, oui, tout à Exactement, fait. sur ce livre-là. Et elle Mhm. m'a demandé de rebondir, justement de parler d'Urge Sand également, de dire ce que je pensais un petit peu à la fois de ce livre, etc. Alors que, super, donc elle m'a envoyé enfin, je veux dire, j'ai eu que quelques extraits du livre en Mhm. PDF, super. Et puis, j'ai dit non, mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir, avec 3 pages, me faire une idée. Et puis, même, j'ai envie d'en savoir plus, quoi. J'ai envie de. Bon, sur 3 pages de Georges Sand, ça suffit pas. Absolument pas. Même si je connais ça, quand même, évidemment, George Sand, mais pas suffisamment bien. Et grâce à ton livre, à votre livre, parce que c'est quand même quelque part un co-travail, on est d'accord? Alors, complètement même, hein, oui. Pour la Et BD, oui. votre 300 livre est pages. vraiment super, quoi. Enfin, est vraiment super et m'a permis de découvrir vraiment beaucoup plus en profondeur notre George Sand, qui est Aurore. Alors, Amantine, je savais même pas que c'est pas Aurore son vrai prénom au départ. Non, elle s'appelle Amantine Joli. Aurore Lucille Ouais, Dupin. Ouais. blabla. De Mhm. Franceuil. Oui, tout à fait. De Et, France. c'est vrai elle a un destin complètement incroyable. Comment t'es venue C'était une demande, on t'a demandé d'écrire sur George Sand. C'est toi qui as voulu écrire sur George Sand. Comment ça s'est Ah passé? oui, oui, non, c'est pas du tout une commande. En fait, je crois que c'est l'été 2018, enfin je suis sûre, un copain de mon fils est venu nous voir et m'a offert une biographie de George Sand, celle de Joseph Barry. Et je l'ai lu en 2 jours. J'avais un vague souvenir de George Sand, mais vraiment vague. Euh, J'avais lu La Mare au diable quand j'étais petite, et voilà. Enfin, je crois que c'était vraiment tout. Et je savais que c'était la compagne, qu'elle avait été la compagne de Musset. Voilà à peu près tout ce qu'on nous raconte sur George. Et j'ai donc lu cette bio en 2 jours. Et à la fin, j'étais persuadée et convaincue de mon envie d'écrire une BD sur sa vie. Ça a été immédiatement en BD que j'ai voulu le faire. Il y a assez de biographies très bien écrites sur Georges. J'avais pas spécialement l'intention de me frotter à ça.
Mais par contre, en roman graphique, moi, en tant que lectrice, j'aime beaucoup, beaucoup les biographies en bande dessinée. Je trouve que enfin, ça s'accorde très, très bien et j'y prends beaucoup de plaisir. Donc, je me suis fait ce plaisir-là. J'ai écrit la biographie. Après, évidemment, des mois et des mois de recherche, ça a été. C'est pas une seule biographie qui a servi de base de documentation. Donc, j'ai lu énormément pendant plusieurs mois. Et puis voilà, puis c'était parti et George Sand, elle vous embarque en fait. Mm, mm. La rencontre, elle a été immédiate. J'ai eu un coup de cœur pour cette femme incroyable, résiliente enfin, très 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 militante, engagée pour son indépendance dans un siècle quand même où la femme, euh, où la femme n'était pas grand-chose Ah non, dans le code civil, ne valait pas grand-chose dans le code civil. c'est Voilà, beaucoup on y plus dur. reviendra peut-être, mais voilà. Mm. Ah oui, oui, on revient sur Voilà beaucoup. pour la genèse de cette histoire. Et donc, un pavé, forcément, parce que elle couvre tout un siècle. Hein, elle couvre tout le 19e siècle, en fait, George Sand. Donc, c'est très dense. En plus, le 19e, au plan politique, est quand même Mm. bon, Oui, parcouru oui, de révolutions auxquelles elle a participé. Donc, je voulais aussi parler de ça, parler de son engagement politique. Donc forcément, ça tient pas en 20 planches, voilà. c'est sûr. D'où le J'ai peur, pavé. je pensais le lire très rapidement, genre en deux Ouais, soirs, puis c'est réglé. En fait, non, non, c'est très dense. non, J'ai mis, c'est très dense. oui, Ouais, oui, j'ai mis 4-5 jours quand même pour le oui, lire, parce oui. qu'en plus, prenez le Mhm. temps de bien apprécier, et puis les dessins sont très expressifs. C'est Oui. quel est le livre qui t'a plus inspiré? Enfin, je pense qu'évidemment, il y en a plusieurs. Quels sont lesquels que tu nous conseilles vraiment de lire pour mieux connaître George Sand, en plus du tien? En dehors du Euh, donc pour les biographies ou pour ce qu'elle a écrit elle, Les deux, les deux. oui, Alors moi j'aime bien le travail de Michel Perrault sur George Sand. oui. Voilà, on ne présente plus Michel Perrault, mais donc ça Mm, vaut vraiment le coup de lire ce qu'elle a écrit sur George Sand, notamment autour de Nohant et de ce lieu. mm. Et puis, moi, j'ai adoré lire les correspondances de George Sand. Flaubert. Voilà, avec Flaubert notamment. Mm. Et puis, il faut découvrir les romans de George Sand parce qu'en fait, elle a été tout simplement un peu invisibilisée. Voilà, et alors qu'en fait, elle écrit de très très bons romans. Alors, je sais pas, je conseillerais Indiana, par exemple, Mm. Lélia. Ça, c'est mes préférés, donc je conseillerais ceux-là. Et puis, et puis évidemment, Histoire de ma vie, c'est son autobiographie. Ah, je ne Euh, connaissais pas celui-là. D'accord. ouais, bah, donc là, moi, je me suis beaucoup, beaucoup inspirée d'Histoire de ma vie, puisque elle raconte, alors elle fait des coupes sombres, hein, elle fait des ellipses, elle raconte très, très peu ses histoires d'amour, voire pas du tout, donc on doit un peu lire entre les lignes. Mm. Mais enfin, voilà, son autobiographie, Histoire de ma vie, vaut vraiment la peine d'être lue. D'accord, merci, super. Je prends note. Euh, derrière ça, il y a quand même une femme militante, une battante, une résiliente, une immense féministe. Féministe avant l'heure, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, mais vraiment. C'est une femme libre dans tous les sens du terme. Mais en plus, elle est entourée. C'est ça qui est dingue, c'est qu'elle a quand même connu la terre entière. Alors, En elle a connu termes de la terre entière, oui, littérature, incroyable. et, et surtout, elle les a parfois portés, en fait. On l'imagine comme étant dans l'ombre de Musset, de Chopin, etc. Mais en fait, à Nohant, elle accueillait effectivement, on va dire, tout le gratin de l'époque, aussi bien les peintres que les musiciens, que les écrivains. Et c'était elle qui accueillait à Nohant, et c'est elle d'ailleurs qui a un peu porté Chopin quand même pendant toutes les longues années où ils ont été ensemble. Enfin, c'est pas, elle était plus que leur muse, hein. Elle les a vraiment, oui, c'est ça que j'ai en tête, elle les a vraiment portés. Donc oui, elle a effectivement, quand on lit la BD, on se dit mais c'est pas possible, ces repas où on a Incroyable.
Ah oui, Enfin, oui, vraiment que de des tout, de guest tout. stars. Il y a que C'est des ça, stars. c'est ça, oui, vraiment, C'est pas possible. Ouais. mais effectivement, par rapport à l'engagement de George Sand, donc pour replacer juste le contexte, dans le code civil de l'époque, la femme donc a les mêmes droits civiques que on appelait donc à l'époque les débiles mentaux, les criminels et les enfants mineurs en fait. Donc voilà donc les femmes étaient vraiment la propriété de leur mari et c'est ce que George Sand a condamné pendant toute sa vie. Elle a donc écrit ses premiers romans, sont des charges contre le mariage qu'elle associe tout simplement à la prostitution. Voilà, et donc elle s'est battue toute sa vie effectivement pour les droits des femmes. Alors elle se revendiquait pas du tout féministe, euh, notamment enfin, elle a refusé notamment, enfin elle n'était pas pour le droit de vote pour les femmes. Euh, Tout simplement parce qu'elles pensaient que c'était mettre la charrue avant les bœufs, Mm. puisque si elles avaient obtenu le droit de vote, elles auraient été contraintes de voter, d'obéir à leur mari, en fait. Mm. Donc elles voulaient d'abord Enfin, l'égalité homme-femme dans le mariage, l'égalité civile, avant le droit de vote. Voilà. Donc, mais effectivement, on lui doit beaucoup. C'est une femme quand même qui a réussi à divorcer. Enfin, c'était pas un divorce, c'est une séparation légale avec son mari, donc Casimir Dudevant. Elle a obtenu la garde de ses enfants. Elle a gardé le domaine de Nohant et l'a administré. Elle a vécu de sa plume donc à une époque où ça ne se faisait pas du tout, mm. en prenant évidemment un prénom masculin, mais euh, voilà, ça c'est assez rapidement quand même su que derrière Georges, il y avait une femme. Enfin voilà, donc c'est une femme incroyablement battante qui s'est battue pour son indépendance et l'indépendance des femmes en général. Et puis effectivement, tu disais résiliente, je crois qu'on peut dire ça parce que j'ai vraiment raconté sa vie depuis ses 4 ans jusqu'à sa mort et elle a une enfance pour le moins agitée, douloureuse. Elle perd son petit frère et son père à quelques jours d'intervalle. Et ensuite, elle est élevée donc par sa grand-mère qui éloigne, en la payant, en lui payant une rente, elle éloigne en fait la mère d'Aurore. Donc, elle la renvoie à Paris en lui disant, je vais m'occuper de l'éducation de, de ma petite fille. Donc, Aurore vit ça comme un abandon, c'est d'ailleurs un peu le cas. Et donc, elle est élevée par cette femme qui déteste sa belle-fille, qui lui rend bien. Donc, elle est vraiment au cœur d'une bagarre, voilà, une bagarre autour d'elle. Et elle s'en sort bien. Oui. Donc, elle est aussi fascinante pour ça, pour euh, cette faculté ouais, de résilience. Voilà. Elle est de bonne composition, on va dire aussi. C'est-à-dire qu'au lieu d'être Elle est elle est de bonne très composition. Elle est plutôt joyeuse, on compositive. sent une belle énergie. Tout à fait. Ouais, ouais. Elle est incroyable. Elle est vraiment portée par une énergie de vie folle quand on voit ce par quoi elle est passée, qui n'a quand même pas été Qui l'a évident. sauvée quand même, ce qui fait aussi elle a pu faire ses combats. Bah, moi, enfin, moi c'est une croyance que j'ai. C'est peut-être faux, hein, mais elle avait de l'argent. Alors, elle avait de l'argent, ça c'est Elle sûr, avait de par contre. l'argent. Et je pense que l'argent, mais même encore aujourd'hui, rend libre plus facilement. C'est-à-dire que même une Alors, femme avec l'argent, elle elle peut est dire fuck à terre entière sans aucun problème, en vérité. oui, oui, ça c'est sûr elle avait. Alors, elle n'a pas toujours non plus roulé sur l'or, hein, parce Non, ça que, c'est quand même comme plus je le disais compliqué tout à l'heure, parfois, effectivement. elle a vraiment pris sous son aile beaucoup d'artistes qui venaient à Nohant et qu'elle, tout simplement, qu'elle nourrissait. Enfin, et on voit à certains moments, d'ailleurs, dans la BD, qu'elle a du mal à joindre les deux bouts. Et quand Mm. elle se retrouve en fait séparée légalement
de son mari, elle doit vraiment travailler pour vivre. Elle n'a pas non plus un domaine comme ça, c'est quand même beaucoup d'argent hein, à l'époque, donc c'est pas voilà, terre ce qu'elle gagne avec les terres de Nohant ne suffit pas à élever ses deux enfants et puis à accueillir comme ça, comme elle le faisait. Alors c'est vrai que par contre, c'est une femme qui donc est aristocrate par son père et vraiment du peuple par sa mère, dont le père était oiseleur à Paris, donc vraiment. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la grand-mère détestait sa belle-fille, c'est que pour elle, c'était pas un mariage, voilà, c'était pas valorisant du tout, et elle considérait sa belle-fille comme une, voilà, enfin, c'était une prostituée Oui, quasiment. oui, c'est Enfin, ça. Ouais. voilà. Et pourtant, c'était Et un mariage d'amour, ses parents. Non? c'était un mariage d'amour. Ah oui, le fils a vraiment imposé cet amour-là. Et quand il vient à Nohant présenter sa femme, il sait très bien que sa mère a tout fait en amont pour que ce mariage ne se fasse pas. Mm. Donc oui, c'est un mariage d'amour. Et puis donc, Georges, elle est donc vraiment entre ces deux origines, plébéienne et aristocrate, mais elle dit clairement, toujours, toute sa vie, qu'elle se place du côté du peuple et elle se bat, on l'a dit, pour les femmes, mais elle se bat surtout pour le peuple, pour les, pour les petits, entre guillemets, et toute sa vie, elle va vraiment euh, les mettre notamment en scène dans ses romans, leur donner vie avec des personnages très forts, de paysans, d'ouvriers, vraiment voilà, une femme engagée. Elle a créé un journal aussi euh, pour le peuple. Enfin voilà, c'était viscéral Mm. Ouais, son c'est sûr. attachement voilà, Qu'est-ce à qui sa fait, à mère. ton avis, que à l'école, au collège, au lycée, on ne lise pas suffisamment George Sand? Alors on ne lit tout simplement pas suffisamment les femmes, Alors ça, on est d'accord. de manière générale. C'est ce que j'ai Euh, écrit justement dans À je nos sœurs, nos mères, nos crois, filles, notre livre. oui, Ah, c'est pareil, c'est exactement ce que je dis, c'est lamentable. j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux quand même, mais enfin, bon, voilà, dans les livres d'histoire, dans les programmes, on est content quand il y a une femme ou deux, voilà. Donc effectivement, et pour Georges Sand, je l'appelle Georges hein, parce que je me suis attachée. Bah oui, C'est un alors c'est ce que j'allais te demander, mais en plus j'allais dire que c'est quand même une hors-la-loi. Elle s'habille Ah en oui, homme, alors que c'était c'est interdit. complètement interdit. Ah oui, il y avait Voilà, une il faut ordonnance pardonner, parce que clairement qui interdisait ça. Oui, oui, ah oui. elle avait absolument pas le droit. Et donc, c'est une rebelle. Voilà. Voilà, oui, c'est le mot rebelle. D'ailleurs, je crois que Mm. c'est ce que j'ai écrit aussi dans l'article, parce que vraiment, c'est la rebelle pure, j'adore. C'est ça qui est Ouais. le plus sympa. D'ailleurs, comment on en ressort d'une biographie comme ça, avec un personnage aussi dense? Comment t'en es Alors, ressorti? enfin, Kim et moi, hein, parce que Kim Consigny, donc la dessinatrice de la BD, j'insiste là-dessus parce que elle a fait un travail absolument incroyable. Elle a, elle a dessiné à plein temps, 10 heures par jour, du lundi au, je crois qu'elle s'accordait de temps en temps un dimanche pendant 18 mois. Hein. Donc c'est pour montrer, enfin, si on peut Ouais, d'ailleurs, si c'est tu peux énorme. montrer un Oui, peu oui, l'intérieur, elle a fait un travail absolument fou, passionnant. avec aussi de la documentation. Enfin, dessiner le 19e siècle, c'est vraiment une un sacré défi, hein, parce que ça évolue beaucoup au 19e siècle, hein, tous les costumes, les moyens de locomotion. Enfin voilà, elle a fait un énorme travail de documentation aussi. Alors comment on en ressort? Ben, en fait, d'abord, c'est un travail sur plusieurs années, donc déjà, on en ressort un peu fatigué, parce qu'on n'a pas fait que ça non plus, évidemment, pendant tout ce temps-là, parce que moi, j'écris beaucoup de choses aussi en jeunesse, j'écris des romans, j'écris des albums, donc on en ressort, et puis Kim aussi, elle avait d'autres projets en même temps. Dans l'édition, c'est comme ça, hein, pour vivre, on peut pas Vivre. se contenter
moi c'est mon métier, Kim c'est son métier aussi, donc on ne peut pas se contenter d'un projet. Donc on était assez fatigués, très soulagés d'avoir fini. Et euh, ben on s'est vraiment attaché à Georges. Alors entre nous, on l'appelait Jojo. C'était devenu, je sais pas, entre notre grand-mère de cœur, une amie très chère, une collègue. Enfin, on s'est vraiment, vraiment attaché. Euh, euh, et puis, alors moi après, dans la foulée, j'ai eu une proposition d'un autre éditeur pour écrire cette fois sous forme de roman l'enfance et l'adolescence de George Sand, donc à destination du public d'ailleurs ado. Donc ça sortira chez Rajo au printemps prochain. Donc finalement j'ai replongé un petit peu dans ma doc pour continuer à écrire ce roman. Donc ça c'était il y a un an ou deux. Voilà. Et puis après évidemment heureusement on a d'autres projets donc on ressort de cet attachement très fort grâce aux autres projets et aux autres personnages qui là sont des personnages fictifs. Voilà. J'ai une question là pour toi de Cécile. Envisagez-vous Oui. le même type de livre pour Frida Kahlo? Ah, alors non, je n'y ai pas pensé du tout. Je me demande d'ailleurs si ça n'existe pas déjà. Euh, non, alors c'est vrai que je n'y ai pas pensé. Là, je suis dans une autre biographie, alors ne sortira pas en BD, mais en roman, dans la collection Destin chez Albin Michel. Mm. Là, je suis à fond avec Alexandra David-Nel, donc une Oui. exploratrice. Mm. Donc, bon, voilà. Donc, je vais d'abord m'occuper d'Alexandra et de mes autres projets, d'ailleurs, qui tournent souvent en BD autour de femmes inspirantes. Donc j'ai d'autres projets en ce moment sur voilà. Parce que oui, effectivement, Frida, il y a de quoi dire, ça c'est certain. Mais en effet, Oui, Olivia, oui. Enfin, ouais, Alexandra, pardon, pour Olivia. Alexandra, Alexandra, je pense qu'il y a du boulot là. il y a un petit peu de boulot et elle Ouais. est elle est vraiment formidable aussi. Donc là, je suis dans la phase de documentation, donc je la découvre tranquillement, peu à peu. Voilà. Donc c'est pour combien de temps, par exemple? Typiquement, le projet pour Alexandra, c'est sur quoi? Sur 2 ans? Sur combien de temps? Non, là, je vais lire cet été tout ce que j'ai acheté, tout ce que la maison d'édition voilà, donc des bios, son autobiographie, ses correspondances. Donc, je vais lire ça plutôt en juillet. Et en août, ça serait bien que j'écrive le roman en août et septembre, je pense. Je vais avoir à peu près 2 mois. Là, c'est beaucoup plus court que pour la BD, hein. Je raconte que son enfance et enfin, Oui. je raconte les débuts Mm. jusqu'à ce voilà, qu'elle commence ses voyages. Donc là, c'est un projet beaucoup, beaucoup plus court. J'ai déjà commencé à lire déjà depuis 2 mois à peu près. Donc il y a, je dirais, 2, 3 mois de documentation et 2 mois d'écriture à peu près. D'accord. Waouh. Comment écrit-on un roman graphique comme ça à 4 mains? Parce que je Alors, pense par exemple au culotté de Pénélope Bagieux. Bagieux, Pénélope Bagieux, elle dessine, elle écrit, elle fait tout. Donc elle se bagarre avec elle-même, c'est pas trop grave. Mais là, comment fait-on pour s'organiser quand on est 2 personnes entre le texte et les dessins? Comment ça se passe? alors, comment ça se passe? Ben, en fait, alors tout au début du projet, enfin moi j'avais pas spécialement au départ trouvé de dessinatrice ou de dessinateur, j'en cherchais pas. J'ai raconté à Kim, on travaille souvent ensemble, que j'avais ce projet et elle m'a tout de suite dit si tu fais ça, je veux en être absolument, je veux le faire avec toi. Donc c'était super parce qu'on a vraiment la collaboration a démarré vraiment tout au début du projet, on savait qu'on allait le faire ensemble. Donc alors comment ça a commencé? Au départ, on est allé à Nohant ensemble, d'abord. On a fait ce voyage ensemble, on a visité les lieux et on avait déjà beaucoup, beaucoup lu en amont, donc on était déjà très accrochés et très attachés à Georges, donc on était très émus de cette visite.
Voilà, donc ça a démarré comme ça c'était en septembre 2019. Donc voilà, on a commencé comme ça. Et puis ensuite, moi j'avais donc énormément travaillé en amont. J'avais écouté sur France Culture toutes les émissions sur George Sand. Voilà, j'avais lu tout ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Et il avait fallu donc que je cherche mon axe en fait. J'ai tout de suite compris que je voulais vraiment être, on peut pas être exhaustif bien sûr en racontant la vie de quelqu'un, mais je voulais vraiment quasiment de la naissance à la mort, quoi. Enfin, voilà, j'ai juste fait une ellipse sur les quatre premières années de sa vie, une petite ellipse sur les années au couvent, les 2 ans au couvent, et puis j'ai pas raconté la rencontre avec son mari Casimir de Devant, parce que j'ai pensé qu'on pouvait s'en passer, parce que Kim, elle m'avait dit si ça pouvait tenir autour de 300 planches, quand même ça serait bien, parce que elle avait conscience du boulot que ça allait être après. Et puis ensuite, alors, au départ, tout simplement, moi j'écris mon scénario. Donc comme je savais que ça allait être évidemment un travail sur plusieurs mois, j'envoyais à Kim les planches au fur et à mesure de l'écriture. Donc je dirais peut-être toutes les 20-30 planches, je lui envoyais ce que j'avais écrit, de façon à ce qu'elle puisse... elle avait quand même d'abord tous les crayonnés à faire, puis une fois qu'elle avait fini les crayonnés, tout l'ancrage de la BD. Donc elle a pu comme ça le faire aussi petit à petit, ne pas recevoir le bloc des 330 planches. Et puis ensuite, il y a un échange évidemment avec Kim, hein, donc elle peut me dire, moi j'écris un scénario très découpé, c'est-à-dire que j'écris vraiment planche par planche, case par case, ce que j'imagine dans la case, ce que je vois comme plan, si c'est un plan d'ensemble, un gros plan, enfin je précise vraiment beaucoup les choses. Ah oui, t'as le dessin dans la tête en fait. Moi j'ai le dessin dans la tête, et enfin j'ai la case dans la tête et je le décris vraiment très précisément. Dans ce cas-là, ça a vraiment été pas mal pour Kim d'avoir quelque chose de très écrit, parce que c'était tellement titanesque comme travail pour elle, que ça a été une bonne façon de l'aider et de la guider. Après, elle peut prendre des libertés bien sûr, et me dire bon non, là cette case-là, cette planche-là, je la vois pas exactement comme tu l'avais vu. Est-ce que tu es OK pour que je l'aborde de façon tout à fait différente, que je mette moins de cases, que je fasse une planche où on a un peu de respiration avec juste un paysage, enfin voilà, des choses comme ça. Donc on en parle ensemble, et voilà, et ça se passe très bien. On a l'habitude de bosser ensemble avec Kim, parce que on avait déjà fait une BD jeunesse, Magic Félix, il y a quelques années. Et aussi, pendant 2 ans dans Je Bouquine, on avait en fait une série pour ados qui s'appelait Polar City, que je coécrivais avec Sandrine Beau, et donc c'était Kim qui faisait les dessins c'était une petite bande dessinée pour ados, voilà, des petites enquêtes que menaient trois ados. Voilà. Donc on avait l'habitude de travailler ensemble, et ça c'est assez important. On s'entend très bien, on travaille facilement ensemble. Et le choix du noir et blanc? Alors, il est assez simple, hein, 2 raisons. La première, c'est que si en plus Kim avait eu à la couleur à faire, je pense que là, on aurait Kim, en fait, tout simplement. Hein. Et puis, c'est aussi un coût. Et c'était déjà assez énorme, hein, quand on a dit à Delcourt qu'on voulait faire une bande dessinée aussi imposante, aussi longue. Voilà, c'est quand même, la couleur, c'est un coût supplémentaire, donc je pense que là... Et puis, moi, d'emblée, j'avais pensé à du noir et blanc. J'avais en tête le travail de Catel et Bocquet, leurs BD sur Olympe de Gouges, sur Kiki de Montparnasse, et c'est du noir et blanc, et moi, j'ai absolument adoré ces romans graphiques, biographiques, et donc c'était mon modèle. Vraiment, c'est un livre à offrir ou à s'offrir, à lire, passionnant. Vraiment, c'est une très jolie découverte, George Sand. Merci beaucoup. Et alors, la couverture, j'adore. Je la trouve. La couverture est absolument magnifique. Oui, tout à fait. Franchement, c'est sublime. Et alors, on est contente parce que ça marche très très bien.
Donc on aurait été fort triste si après tout ce travail, en ce moment c'est un peu compliqué hein, parfois pour certains livres, hein, en sortie de, enfin non, je sais pas pourquoi j'allais dire en sortie de pandémie, on est encore complètement dedans, mais c'est quand même pas évident pour certains livres. Et là vraiment, George Sand, elle a sorti son épingle du jeu et ça marche très bien, donc on est vraiment rassurés et très contente. Mm. Alors, on reste dans le roman graphique avec Oui, celui-là que j'ai lu aussi. Donc, le plongeon. ouais, Le Plongeon. Alors là, pour le coup, j'ai lu en une soirée. Mais alors, c'est. Mais merci de m'avoir fait pleurer. Hein. Je te félicite pas. J'aime bien, j'aime bien faire pleurer. Très émouvant. Très, très Merci. émouvant, Ouais. très touchant. Mais extrêmement positif. Le plongeon. Cette histoire Mm. de. Est-ce que tu peux nous raconter, pareil, la genèse, l'histoire de ce livre-là? Alors, le petit pitch de départ, c'est c'est Yvonne, donc une femme de 80 ans qui rentre en EHPAD. Elle a fait ce choix parce qu'elle a compris qu'elle ne pouvait plus s'en sortir toute seule chez elle. Et c'est une femme, donc au début, c'est assez violent, hein, l'arrivée à l'EHPAD voilà, dans un endroit où elle n'a pas de souvenirs, euh, où tout est à découvrir et c'est assez violent pour elle. Mm. Et puis on a voilà une femme, elle aussi assez rebelle, en tout cas pleine de vie et qui n'a pas l'intention de se laisser mourir. Et donc elle apporte une sorte de petit vent de folie dans un groupe de résidents qui deviennent ses amis, ses copains, ses copines. Et en fait, je vais pas spolier quand même trop le livre, mais enfin, elle les embarque, on va dire, dans une dernière parenthèse enchantée. Voilà, et il va y avoir aussi un petit peu d'amour, même un petit peu de sexe pour Oui, Yvonne dans son EHPAD. Oui, voilà. voilà. Euh, et Comment? alors la genèse de cette BD, je fais pas mal d'ateliers d'écriture et j'en mène notamment dans les EHPAD. Alors je pourrais presque le mettre au passé parce que ça fait quand même longtemps que je ne l'ai pas fait avec la crise du Covid. Je ne suis pas retournée en EHPAD depuis, mais je faisais pas mal d'ateliers, voilà. Et en fait, ces rencontres, moi je les adore, elles sont très inspirantes. On rit beaucoup en fait avec les résidents voilà, en général j'en ai une dizaine, 10, 12. On pleure pas mal aussi, je dois dire, parce que je l'ai fait. Alors ils écrivent pas vraiment, hein, certains n'ont plus du tout le geste scripteur, donc je les enregistre ou alors j'écris ce qu'ils me dictent. Mhm. Mais on travaille autour de leurs souvenirs beaucoup, donc c'est très émouvant et souvent très drôle. Voilà. Donc j'ai fait une sorte de mélange de plusieurs rencontres faites dans ces ateliers pour créer le personnage d'Yvonne, Sacrée nana. inspiré, Mhm. inspiré vraiment de la vraie vie en fait et de ce que j'ai pu voir dans les EHPAD et des gens que j'ai pu y croiser, que j'ai pu rencontrer. Voilà. Donc, oui, quand on lit ce livre-là, on se dit, ah bon, les EHPAD, finalement, c'est pas que glauque. Il y a aussi des personnages, il y a aussi comme ça, des personnalités incroyables qui sont solaires et qui peuvent rendre finalement un quotidien pas très drôle Ah en oui, une oui, oui, véritable ben, aventure. c'est vraiment directement inspiré par... voilà, Yvonne, Elle existe. Yvonne n'existe pas, mais finalement, elle existe, elle est pleine voilà, j'ai D'émotions. rencontré des gens absolument incroyables. Et en fait, quand on fait un atelier en EHPAD, il y a un peu ce qu'on peut retrouver dans des classes d'adolescents qu'on rencontre. En fait, il y a un côté... j'ai plus rien. Alors, pour eux, en tout cas, j'ai plus rien à prouver et vous me ferez pas faire quelque chose que j'ai pas envie de faire. Mm. Et du coup, ben, s'ils en ont tout d'un coup marre de l'atelier, ils vont se lever et partir. Et ben oui, ok, d'accord, ben voilà. Donc j'ai le souvenir, et d'ailleurs elle est toujours vivante, cette femme. Il y a 3 ans, j'avais fait un atelier où j'avais rencontré Marie Noëlla, une femme de 98 ans,
qui était absolument incroyable, qui avait passé son heure à lancer des vannes à deux, trois copines de l'EHPAD. Ça balançait pas mal, hein, elle avait du répondant. Et j'ai appris récemment, j'ai une copine qui a fait un atelier dans le même EHPAD, qui m'a donné des nouvelles. Elle vient de fêter ses 101 ans et elle a toujours une pêche incroyable. Et elle était capable de dire à une autre résidente qui sortait de l'atelier en disant: je suis fatiguée, je vais aller me coucher. Elle lui a dit: oui, c'est ça, allez, va te coucher, on fera dire une messe. Bon, ok, voilà, de la petite vanne entre résidents d'EHPAD. Donc moi, je me suis un peu inspirée de ça, et évidemment, je fais pas non plus l'impasse sur la violence que ça peut, voilà, que ça peut être de vivre comme ça, de voir les gens de moins en moins souvent aussi. Enfin, c'est pas uniquement une bande dessinée, on va dire, je déteste cette expression, mais feel good, c'est pas ça, hein. Il y a vraiment tout, y compris la façon un peu infantilisante de traiter les personnes âgées dans ces établissements. Mais on a aussi des soignants formidables, notamment Youssef, qui est présent auprès d'eux. Enfin, voilà. Donc, il y a un petit peu tout ça. Voilà pour le plongeon. Très beau. Et alors maintenant, voilà, Oui. petite spéciale dédicace de la part de Magali. Magali qui est ma libraire, la D'accord. librairie Victor Hugo à Paris. Ok. La librairie Fontaine, Victor Hugo. Ah, librairie Fontaine, oui, ok. Et Magali vous adore. C'est-à-dire, quand je lui ai C'est dit que gentil. je faisais un live avec vous, elle a hurlé. Elle a dit: quoi? C'est Ah vrai? oui, quand même. Je suis hyper fan. En fait, elle s'occupe du rayon ado. Ouais, Et à chaque fois, elle essaie de me refourguer des bouquins ados. Alors, j'en achète pas mal pour mon fils. oui, Porte ses recommandations. Et là, elle me dit: non, mais non, il faut que tu es obligé de repartir avec celui-là. Alors, celui-là, justement, je dois le lire. Enfin, je le lis d'accord. en ce moment. Je voulais le finir pour aujourd'hui. Je suis désolée, je ne l'ai pas fini. C'est pas très grave. Mais il est formidable. Il est formidable. Donc, je Merci lis des beaucoup. romans jeunesse grâce à toi. Je découvre. Et en fait, Tant mieux. c'est génial. Enfin, alors, ce livre est top. Vraiment. Mais pourquoi on dit pour ado ou jeune adulte? Alors, Pourquoi? je sais en tout cas que ces livres-là sont beaucoup lus par les adultes. Oui. Euh, Énormément, hein. Nos retours en général d'ailleurs sont beaucoup des retours d'adultes, d'enseignants, de libraires, de bibliothécaires, de booktubeurs, enfin voilà, qui sont plutôt des adultes, et évidemment par le public ado. Pourquoi on dit, bah, c'est une collection, celui-là, Désastre, c'est une collection chez Sarbacane qui s'appelle Exprime, et qui, depuis le début, défend une littérature pour grands ados, pour jeunes adultes, qui propose des textes voilà, forts, qui peuvent être des comédies, qui peuvent être des drames, qui peuvent être de la littérature de genre aussi, je sais pas, du western, du fantastique, enfin du polar, avec des écritures, voilà, de vraies écritures, quoi. C'est vraiment des auteurs et des autrices. Euh, et effectivement, quand ces livres-là sortent en poche, Mmh. ils sortent en littérature générale. Voilà. Les livres de Clémentine Beauvais, par exemple, qui sont aussi dans cette collection, Mmh. quand ils sortent en poche, ils sortent en littérature. Il y a juste la couverture qui change. Ils sortent en littérature générale. Et moi, dans la même collection, j'ai un livre qui s'appelle Quelqu'un qu'on aime, un roman autour de la maladie d'Alzheimer. Eh bien, il sort à la rentrée de septembre chez J'ai lu en littérature générale. Il y a juste la couve qui change. Donc voilà, ce sont des collections qui sont de très très belles collections pour le public ado, adulte, mais la frontière n'existe pas vraiment. Elle est tout à fait factice. Encore une fois, euh, bon, c'est des livres qui sont également pour les adultes, hein. D'ailleurs, dans celui-là, il y a une adolescente, mais enfin, les autres personnages sont des personnages d'adultes, en fait. Oui, et puis des personnages, encore une fois, forts, des beaux dialogues, des belles scènes. Merci, Vraiment, c'est merci. bon, Ça, c'est du vraiment. c'est j'accorde beaucoup, beaucoup d'importance au dialogue, Ouais. que je relis à haute voix, enfin, que je mets, ouais, vraiment en voix pour savoir s'il y a un rythme qui me convient.
Et sur le vocabulaire aussi, et sur la façon de s'exprimer des personnages, j'accorde vraiment beaucoup, beaucoup d'importance à ce que ça sonne juste, à ce que ça n'ait pas l'air d'être tiré d'un roman, en fait. Voilà, donc je suis contente de t'entendre dire ça. Oui, parce Ça que accomplit moi, ce toutes les que j'aime quand je motivations. lis un livre, c'est d'être dans un film. Je suis au cinéma. Ouais, Voilà, je suis je mes suis au cinéma personnages, aussi par etc. contre. Et quand je lis, je suis vraiment. C'est vrai que les ados parlent ados, les adultes parlent adultes, c'est très clair, et très très bien écrit, vraiment. Donc voilà, Merci je beaucoup. démarre. C'est super, je découvre des choses. Et d'ailleurs, quand tu écris comme ça, quand, parce que si on te met dans la case au début, avant d'être chez J'ai lu ou d'être en poche pour les Mm, adolescents, mm. tu te mets dans quel état d'esprit est-ce que tu mets dans un état d'esprit particulier pour écrire pour les jeunes? Comment ça se passe quand on écrit un roman pour... Non, c'est très spontané en fait, hein. C'est vraiment très très naturel. Moi, j'écris pour tous les âges. J'écris aussi des albums, voilà, des albums pour les tout petits. Là, c'est Maximilité chez Milan. J'écris des romans pour les 8 9 ans. J'écris des romans première lecture pour les CP. Moi, j'écris pour tous les âges. Et j'ai mon premier roman pour adultes en littérature générale qui sort à la rentrée de janvier, là, en Ah, janvier prochain. Donc, je peux vraiment dire que j'écris de tout et pour tous les âges. C'est très spontané en fait. Moi, je pars de mes personnages. Je pars pas d'un thème, d'un message que je veux faire passer. Jamais. Je pars jamais d'une thématique. Je pars d'un personnage ou de deux personnages ou d'un groupe de personnages. Et je crois à 100% à ces personnages-là. C'est-à-dire que pour moi, ils existent. Ils n'existent pas que sur le papier. Donc en fait, je les suis. Il va y avoir quelques chapitres au départ où je vais effectivement, je ne sais pas comment je vais écrire ce roman, je ne sais pas si je vais l'écrire à la première personne, à la troisième, je ne sais pas le ton que je vais utiliser. J'ai mon personnage en tête, j'ai une trame narrative, j'ai pris des notes dans des carnets et je me lance. Et les premiers chapitres, du coup, sont pour moi les plus difficiles à écrire parce que justement là, ça va être ça, le ton particulier que je vais donner, et je ne le connais pas à l'avance, je ne le décide pas à l'avance. Et une fois que c'est lancé, ça, une fois que euh, que j'ai commencé à écrire 3 4 chapitres, là je suis vraiment complètement avec mon personnage, et j'ai l'impression, mais je sais pas une posture, c'est vrai, que je le suis en fait, et que ce personnage, après, il m'emmène avec lui ailleurs, peut-être d'ailleurs, que ce que j'avais prévu. La fin, en général, n'est pas celle que j'avais imaginée au départ. Euh, et ça, c'est vraiment le moment que je préfère, c'est quand je me laisse complètement guider. Ça part en général d'ailleurs des dialogues, c'est-à-dire que quand on dit qu'on se laisse guider, je vais essayer d'expliquer concrètement ce que ça recouvre comme expression, parce qu'on pourrait penser que je suis un peu folle et non mais n'importe quoi. non, pas du Euh, tout. ce personnage n'existe pas, Séverine. Si, en fait, j'imagine une scène et donc je la mets en dialogue. Donc dans ma tête, comme tu disais tout à l'heure, moi aussi j'imagine un film et voilà, la scène se met en place et je l'écris au fur et à mesure. Puis il y a peut-être un personnage secondaire qui était là et qui va intervenir et j'avais pas prévu qu'il intervienne comme ça. Donc ça vient dans la conversation, je me dis tiens là, ça pourrait être ça sa réponse. Et puis finalement, il s'impose et au lieu de devenir un personnage, de rester un personnage secondaire, ben, il prend plus d'importance et il va peut-être dans les chapitres à venir être là alors que j'avais pas prévu qu'il soit là. Et puis bah, finalement il a plus d'importance que prévu pour l'autre personnage. Il se fait aimer d'une façon que j'avais pas imaginée. Il est drôle alors que je ne le savais pas. Et ça vraiment j'ai l'impression que c'est complètement autonome, que c'est pas forcément moi qui j'ai pas tout décidé, ça vient naturellement. Voilà. Donc, C'est génial. pourtant, je ne suis pas folle, Ah mais non, ça non, non, marche. mais non. Mais ça, j'ai déjà entendu un milliard de fois. Oui, 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 Pour écouter beaucoup, même à la grande librairie, quand ouais, il y a ouais. des auteurs ou des romanciers, enfin bref, c'est incroyable. À chaque fois, c'est la même histoire. C'est-à-dire que c'est cette force du personnage qui emmène finalement l'écrivain enfin, à déployer sa plume. Je trouve ça merveilleux. C'est vraiment incroyable.
Bah, c'est pour ça que je dis que je suis avec mes personnages et que j'y crois à 100%. Et que c'est pour ça d'ailleurs que quand on parle de mes livres, souvent on dit que ça sonne juste et qu'on a des personnages forts auxquels on s'attache immédiatement en quelques scènes. C'est parce que bah, je crois que c'est parce que tout simplement ils existent vraiment. Ouais, En tout cas, pour moi, dans ma tête, dans mon cœur et dans mon écriture, ils existent, quoi. Voilà. ouais. C'est pas fictif, ils ont une âme. D'ailleurs, on sent bien, en lisant, on rejoint une âme. Ils ont une âme, tous ces personnages. Et s'il m'est arrivé d'en tuer un dans un roman, il peut m'arriver d'avoir un deuil à faire Ça me surprend pas. Ouais. et d'être vraiment triste Mm. pendant longtemps Mm. parce que j'avais tué, voilà, parce que je l'avais tué, parce qu'il était mort à la fin Absolument. du roman. Voilà. Et justement, à la fin, par exemple, George Sand qui Mm, meurt, t'as ressenti mm. quelque chose de particulier ou vu que c'est quand Ah même, oui, c'est quand même voilà. Patricien? Ouais. Mm. Et Kim aussi quand elle l'a dessiné. Ouais, on a vraiment été. Moi, j'étais très émue. Bon, d'abord pour plein de sentiments mêlés, aussi le soulagement Ouais. d'avoir fini. C'était quand même un sacré. Enfin, faut remettre les choses en Oui, mais perspective, mais c'est lourd. 337 planches, c'est quand même énorme Mm. comme boulot. Donc, ça, Georges Sand, ses derniers mots, c'est laisser verdure. Donc, ça se termine sur ce mystère. On ne sait pas trop ce qu'elle a voulu dire. Mm. On imagine, on a des pistes, mais on ne sait pas trop. Et donc, quand j'ai écrit ce laisser verdure, je savais depuis le début, là pour le coup, la fin, je la connaissais et je pouvais pas, le personnage m'emmenait pas ailleurs, Mm. puisque là, c'était un peu différent. Donc, je savais depuis le début que les derniers mots de cette BD, ça serait laisser verdure. Quand je les ai écrits, il y avait beaucoup d'émotions. Et aussi parce que tout simplement, bah, de la même façon que pour mes romans et que pour mes personnages fictifs, elle a beau avoir existé, je ne je ne m'y suis pas moins attachée, au contraire même je dirais. En plus on avait été sur les lieux, on avait été visiter Nohant, enfin vraiment il y a un attachement très fort et donc quand elle est morte à la fin, là, j'étais vraiment triste, j'ai pleuré tout simplement. Enfin moi les émotions je les vis en direct donc Comme j'ai une grand-mère. pleuré. Je crois que Vraiment comme une Kim, grand-mère, comme tu disais. C'est une grand-mère bah qui ouais, je rencontre une pense un grand-mère. peu, ouais. Ouais, ouais, voilà. Et puis Kim, ça aurait été bien qu'elle puisse le raconter, mais je pense qu'elle a été aussi très très émue quand elle a dessiné le visage de George Sand morte. Mais je pense que Voilà. j'inviterai Kim, parce que Ça, j'ai c'est jamais super. eu encore invité De d'illustratrice et dessinatrice. je trouve ça passionnant. Ouais, Bah oui, oui. parce que c'est vrai que c'est quand même Voilà. un travail très important. Tu as écrit combien d'ouvrages en tout? J'ai arrêté de compter, qui sont sortis en librairie, 140 je crois, à peu près, autour de 140. Alors il y en a certains qui sont plus édités, les livres ils vivent, ils meurent, hein. Mm. Ils naissent, ils meurent, voilà, il y a des maisons d'édition qui disparaissent, donc on a des livres qui sont plus édités du tout, on en a d'autres qui sont épuisés, et puis qui sont pas réimprimés, enfin voilà, mais enfin, en tout cas qui sont sortis, et j'ai commencé il y a 11 ans. Mm. Il y a 11 ans, voilà, c'était 2010, mon premier roman. Et donc, voilà, un jour j'ai compté parce que les élèves me demandent beaucoup, beaucoup ça. Je fais beaucoup de rencontres scolaires et une des questions qui revient toujours, c'est combien de livres tu as écrit? Et ben, voilà, autour de 100, 240, en sachant que les livres qui vont sortir cette année et ceux qui vont sortir en 2022, je les ai déjà écrits, évidemment. Ils sont entre les mains des éditeurs ou en train d'être illustrés ici et là par des collègues dessinateurs, Donc dessinatrices. tous Voilà. les ans, en moyenne, tu as combien d'ouvrages sur le Une fil? dizaine, on va dire en moyenne, une Vache. dizaine, parfois plus, rarement moins. Alors ça, encore une fois, hein, j'ai pas écrit 140 romans, hein. J'ai beaucoup, beaucoup d'albums sur le lot, hein. J'ai à peu près la moitié, ce sont des albums. Donc un album, une fois que j'ai trouvé l'idée et que je l'ai un petit peu imaginé dans mes carnets, l'écrire, c'est pas très long, hein. On a parfois des albums avec quelques lignes, voire une ligne par page, hein. Donc c'est vraiment, ça veut pas dire que c'est plus facile à écrire, Non. mais en tout cas c'est moins long à écrire, bien sûr, par définition. Donc j'ai à peu près la moitié d'albums, je pense. Et puis enfin pas mal de bandes dessinées maintenant aussi. Donc voilà. J'ai vu que tu avais écrit sur Dolto. Oui, ça Je vais c'était me le une commande procurer par contre. celui-là. Ça m'intéresse. Ouais, ça Ouais, c'était une commande par contre de Delcourt. ouais. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec Delcourt. Ils m'ont contacté pour écrire en fait deux tomes
un diptyque sur Dolto quand elle animait une émission sur France Inter qui s'appelait Lorsque l'enfant paraît. Et en fait, cette émission-là a duré 2 ans. Et donc, je raconte les 2 ans de Dolto sur les ondes. En fait, ça s'appelle d'ailleurs l'onde Dolto. Oui. Habile jeu de mots sur le fait que c'était à la radio et que ça a été une sacrée révolution, cette Dolto, parce que finalement, maintenant, les jeunes la connaissent pas, les jeunes parents ne la connaissent pas forcément. Donc d'ailleurs, j'étais contente de pouvoir contribuer parfois à ce que on me dise ah bah j'ai découvert et finalement on lui doit beaucoup, parce qu'effectivement on lui doit beaucoup à Dolto. Et on s'en rend pas forcément compte, mais l'écoute, l'importance de la parole, le fait aussi enfin, elle a beaucoup parlé notamment du secret, de pas avoir pas de dire les choses aux enfants, notamment sur leurs origines, etc. Et ça, oui, ouais, on lui doit beaucoup. C'était très intéressant de se plonger dans sa vie, et c'était une chouette expérience. Ah oui, oui, je n'en doute pas. Quand j'ai vu ça, je fais ah, c'est pas pour Hmm. un. Et ça a été, on travaillait pas mal avec sa fille, du coup, Catherine Dolto, qui a beaucoup relu, parce qu'il y a beaucoup aussi sur sa vie personnelle et sur sa vie de famille. Tout est mêlé, donc il n'y a pas que voilà, le côté professionnel et les émissions de radio, mais il y a aussi pas mal de choses, de scènes vraiment familiales. Donc tout ça a été relu et amendé par sa fille. Du coup, tu parles de Carlos aussi Mais tout à fait, on le voit, il y a même un petit peu de chansons et tout. Ah bah si, Ah oui, si. d'accord. Oui, 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 carrément. J'allais pas quand même écrire toute une BD sur Dolto sans chemise à fleurs. Ah Ça aurait oui. été dommage. Ah bah Mm. non, ça aurait été dommage de passer à côté. Il y en a un là qui me plaît, qui va sortir prochainement. Hein, ça s'appelle Sous ta peau le feu. Sous ta peau le feu. C'est un Ouais, sous roman ta peau pareil le feu. jeunesse, Oui, il est chez Nathan pour alors pareil, hein, ça va être adulte, ses jeune. collections, oui voilà, grands ados, mais qui clairement sont tout à fait lisibles sans honte le lectorat adulte. Alors, Sous ta peau le feu, c'est un roman que j'ai écrit pendant le deuxième confinement et que j'avais imaginé pendant le premier. Donc j'avais beaucoup de mal à écrire hein, pendant les 2 premiers mois, avril, ouais, mai 2020. J'ai été, comme tout le monde, en état de sidération, donc j'ai pas du tout pu écrire pendant 2 mois. Et si j'ai, voilà, et puis j'avais envie quand même de parler d'épidémie, de ce qui nous arrivait, mais j'avais pas envie de le faire de façon frontale, et c'était beaucoup trop tôt pour raconter une histoire qui se passerait en 2020. Voilà, pendant la crise. Donc je l'ai fait par l'oblique et donc j'ai imaginé une histoire d'amour au XVIIIe siècle pendant l'épidémie de la variole. Voilà. Ok. Et donc c'est un peu difficile de parler de ce roman-là pour le coup sans en dire trop, parce qu'il y a une révélation en plein milieu du roman qui fait que ça rend compliqué le fait de le pitcher. Mais en gros, c'est voilà, une histoire d'amour entre le fils d'un médecin, Ange, et une jeune fille plutôt d'un milieu aristocrate, dont pratiquement toute la famille a été emportée par la variole, sauf sa mère et elle. Et c'est donc d'abord une histoire d'amour impossible parce que deux milieux beaucoup trop différents et la mère n'accepterait certainement pas que sa fille aime un petit médecin de campagne, le fils d'un médecin de campagne. Voilà, donc une histoire aussi évidemment avec ce feu qui est celui de la variole. Voilà. Donc j'ai énormément aimé écrire cette histoire. J'avais jamais écrit de roman historique, c'était mon petit défi. Donc pareil, beaucoup de recherches aussi, et ça m'a permis de me plonger dans un autre siècle, dans une autre épidémie. Il y a quelqu'un qui veut rentrer. Ouais, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Et donc, oui, ça sort à la rentrée. Une très belle illustration de couverture. Là, je l'ai pas reçu encore, donc je peux pas le montrer. De Cécile Beck et c'est chez Nathan et ça va être vraiment. Enfin, moi,
J'y tiens beaucoup. Et alors, il n'est pas encore sorti, mais il est déjà sélectionné à un prix. Il est sélectionné au prix du roman Jeunesse historique de Blois. Donc, je ne savais pas que c'était possible qu'un roman pas encore sorti soit sélectionné à un prix. Je découvre ça. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, tout ce que tu as écrit, Ouais. est-ce qu'il y a un ou deux livres vraiment dont tu es particulièrement fière, que je ne sais pas, ou qui t'a demandé plus de travail, avec qui tu as été vraiment en symbiose, qui a été plus fort qu'un autre? C'est Alors après, c'est difficile. comme les enfants, je suis d'accord, il n'y a pas de préféré. Alors voilà, ça Mais c'est bien. Voilà, c'est exactement ça. J'allais dire ça. J'allais dire quand même que c'est difficile de sortir un livre du lot. C'est mes bébés de papier. J'y crois à chaque fois. Je suis à fond dans mon livre. Je sors pas un livre si j'en suis pas complètement fière et complètement satisfaite. Donc, alors on n'est jamais complètement satisfait, ça n'existe pas. Mais en tout cas, voilà, que j'ai envie de défendre, quoi, vraiment à fond. Donc, en sortir un ou deux, comme ça, je suis incapable. En revanche, un livre sorti très récemment, en janvier dernier, euh, que j'aime particulièrement, et aussi parce que il est sorti à un moment quand même assez compliqué. Voilà, pour le roman ado, c'est un peu compliqué en ce moment, et notamment avec les différents confinements. C'est celui-là qui s'appelle L'été des Perséides. Je ne sais pas si vous le voyez bien. oui, Euh, alors, ça a d'abord été un livre qui est toute une aventure parce que je l'ai démarré en 2000. J'ai démarré l'écriture de ce roman-là en 2016, puis je l'ai interrompu en pleine phrase. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrivais plus à écrire. En pleine phrase, c'est arrêté, je ne pouvais plus écrire ce roman, qui était à la base une idée de mon frère pour un scénario de film qui n'est jamais devenu un film. Donc je lui ai demandé s'il était d'accord pour que je parte de son pitch pour pour en faire un roman. Ensuite, c'est une histoire de science-fiction. C'était donc la première fois que j'écrivais un roman de science-fiction pour ados. Donc c'était tout à fait nouveau et donc assez complexe. Il y a en plus des personnages qui vivent sur plusieurs. Il y a des voyages dans le temps. Donc on est sur plusieurs siècles. On est au XVIe siècle et on est en 2021. Donc enfin, il y avait vraiment tout un travail sur la chronologie. Et puis j'ai fini par me perdre un peu dans ma propre histoire. Donc là j'ai eu l'aide de mon mari qui était là comme conseiller technique et qui a été absolument génial. Donc il est allé faire plein de recherches pour moi parce que j'étais sur des questions autour du magnétisme. Moi, je suis pas du tout scientifique, donc il m'a aidé beaucoup. Il a trouvé notamment un scientifique italien qui a été la clé en fait pour toute cette histoire. Voilà. Et enfin, j'ai repris l'écriture de ce roman après quasiment un an d'arrêt en 2018. Et c'est mon fils qui a fait l'illustration de couverture, mon fils qui est graphiste et qui a fait l'illustration. Donc c'est une sorte d'histoire familiale qui d'ailleurs c'est un peu une mise en abîme parce que c'est aussi une histoire familiale comme d'ailleurs beaucoup de mes histoires. C'est un peu le petit sillon que je creuse, les relations familiales, famille au sens large, qui peut être la famille qu'on se choisit, pas forcément les liens du sang. Et là, et en plus, mon frère, mon mari, mon fils... voilà, donc c'est une aventure. Et puis, il est sorti en janvier. Et il n'a pas eu le succès que j'aurais souhaité. Non pas en termes... Enfin, il y a eu des très belles critiques, mais simplement, il n'y a pas eu en librairie un, voilà, un élan autour de ce livre-là, même s'il a eu de très bonnes critiques dans Télérama, enfin, j'en reçois encore beaucoup des très chouettes, des beaux coups de cœur à chaque fois, mais voilà, ça sera pas mon succès, c'est pas le livre qui a le plus de succès, donc c'est bien aussi d'être fier de ces enfants qui ont un peu plus de mal, voilà. oui. Et de les porter. Et de les porter, voilà. Tu as d'autres livres à nous montrer encore Alors, qu'est-ce que j'avais? J'ai Soleil glacé. Ah, mais raconte-nous Soleil Alors, glacé. lui, carrément, il est sorti en mars 2020. Donc, Ah ouais. il s'en sort pas mal, malgré tout, Ouais. parce qu'il a été sélectionné à de très beaux prix, au prix Vendredi notamment. Donc, il s'en sort pas mal. C'est un livre auquel je tiens énormément.
dans lequel on suit en fait Luce qui fait la connaissance de son frère lors de l'enterrement de leur père. Elle ne savait pas qu'elle avait un frère quasiment de son âge parce que son père avait donc une double vie, une vie secrète, un fils caché. Et donc elle fait sa connaissance. Il se trouve que ce garçon, Pierrot, est, a une forme d'autisme. En tout cas, enfin, il a il a ce qu'on appelle le syndrome de l'X fragile. Et donc, et elle en tombe immédiatement, enfin, elle tombe complètement sous le charme de ce frère. Ils ont un coup de cœur l'un pour l'autre. Et bah, ils se connaissent pratiquement pas. Et donc, il est dans un foyer, elle va le voir dans ce foyer, ils font connaissance. Et il lui dit un jour, alors c'est un garçon qui a à peu près son âge, hein, donc ils ont 18-19 ans, mais il réagit plus comme un petit garçon de peut-être 8 ans, 8-9 ans, et il lui dit qu'il rêve d'aller en Laponie pour voir le Père Noël, et donc un jour elle décide que c'est ça ce qu'ils vont faire pour faire connaissance, pour mieux connaître ce frère. Elle l'embarque avec elle dans un road trip pour la Laponie. Alors on comprend assez vite qu'ils n'atteindront pas la Laponie, mais c'est pas grave parce que ce qu'ils vont trouver, c'est encore mieux. C'est bien mieux que le Père Noël. C'est un frère, une sœur qui se découvrent et qui font connaissance. Voilà, donc c'est un roman auquel je tiens beaucoup. Et le titre, Soleil glacé, je l'ai volé à une jeune fille que j'ai rencontrée en atelier, parce que je fais aussi des ateliers dans des foyers pour adultes en situation de handicap. Et Flavie, lors de cet atelier, a eu comme ça un éclair de poésie, alors que je lui expliquais que la rassurait sur ses facultés et sur son engagement dans cet atelier d'écriture. Et je lui ai dit, tu vois, c'est un atelier dans lequel tu n'as pas à avoir peur, tu auras droit à tout, tu peux inventer des mots, on va foncer dans l'imaginaire, tu as le droit vraiment à tout. Elle a redit 2 fois, ah bon, on a le droit à tout, j'ai le droit à un soleil glacé. Et je lui ai dit, bah oui, tu as le droit à ça, c'est très beau. D'ailleurs, je vais le noter. Et un jour, j'écrirai un roman qui s'appellera Soleil glacé et je te le dédicacerai. Donc, c'est celui-là et il est dédié à Flavie et je lui ai envoyé, elle l'a reçu. Voilà, donc J'ai la chair de merci. poule. Voilà. 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 C'est trop chouette. Une belle histoire encore. C'est incroyable. Et tu fais aussi, par exemple, dans les prisons, c'était une question de Cécile tout à l'heure, mais Ah j'attendais bon? pour la poser. Est-ce que tu fais aussi des ateliers d'écriture dans les Eh prisons? bien, je n'en ai jamais fait. J'aimerais bien. J'ai demandé plusieurs fois, notamment quand on fait Parfois, on est invité sur une semaine entière dans des médiathèques à rencontrer du public scolaire. Et en général, on a le mercredi libre. Donc, c'est là où moi, je demande toujours si le mercredi est libre, essayer de me trouver un atelier en foyer ou en EHPAD. Et donc, plusieurs fois, j'ai demandé ou en prison. Et ça s'est jamais fait. D'accord. Donc, j'attends. Enfin, j'attends. Je pense que j'aurai des craintes, mais je serais contente de le faire. Ouais. Ouais, c'est marrant parce que ça, c'est quelque chose que je voudrais faire aussi, un atelier de sophrologie ouais, dans, dans une prison. Bah oui. Ça me plairait, je pense. Bon. Voilà. Donc, Merci pour ton talent. bah, merci de me dire ça, c'est gentil comme Merci tout. pour ton temps. Merci pour tout ce que tu nous offres. Waouh, quoi. Et surtout, je dis à tout le monde, n'hésitez pas à aller dans les rayons ados, enfin, entre guillemets ados, pour lire des romans grand ado ou jeune adulte, comme vous voulez. Mais lisez de tout parce que c'est formidable en fait. Il n'y a pas de frontières. Non, il n'y en a vraiment pas. D'ailleurs, donc je disais tout à l'heure, j'ai mon premier roman donc chez Robert Laffont qui sort en janvier, qui s'appellera Le goût du temps dans la bouche. Et mon éditeur, qui était aussi mon éditeur pour cette collection-là, et je lui ai dit, mais je ne sais pas si je sais faire ça, moi, un roman pour adultes. Et il a dit, bah, fais exactement comme d'habitude. Et j'ai fait exactement comme d'habitude. Et voilà. Pareil, quoi. Et personne m'a dit pour l'instant, bah, c'est vraiment un roman pour ados, ça, non, pas du tout. D'ailleurs, il n'y a pas de personnage ado dedans. Mais voilà, donc non, l'écriture ne change pas, en fait. L'écriture ne change pas. Disons que la différence, c'est que peut-être dans les romans ados, il va y avoir forcément un personnage adolescent.
D'accord, c'est Un ça. ou deux ou plusieurs, mais en tout cas au moins un, voilà. Donc dans mon roman Peppo, il n'y a que Peppo, le personnage principal, qui est adolescent, tous les autres, et puis sa copine, mais tous les autres, ce sont des adultes qui sont autour de lui. Donc Tu as remarqué quand même que, alors, c'est peut-être un hasard, hein, mais ce que j'ai lu de toi là, jusque-là, c'est à chaque fois des femmes incroyables, des femmes des fortes. femmes, Ouais, des femmes incroyables. ouais, Oui, parfois tu verras, enfin dans Désastre, tu verras quand même que elles sont parfois incroyables, mais il y a aussi les mères s'en prennent pas mal dans mes oui, romans. Mais bon, ça va mieux. ça va mieux depuis. Mais oui, oui, Est-ce qu'il y a une part autobiographique finalement? Est-ce qu'il y a toujours une part de dans, toi dans tout ce que tu écris ou dans pas? tout, oui, Ouais. bien sûr. Après, je sais plus exactement moi-même en relisant quelle est la part autobiographique et quelle est la part de fiction. Tout se mélange, mais ça peut être ça peut partir d'un petit détail parfois, hein, oui, un souvenir, une anecdote que mes enfants m'ont raconté ou quelque chose de très petit, de minime. Mm. Et puis ça peut être quasiment ma vie que je raconte, mais en mettant en scène d'autres personnages. Donc c'est très variable, mais il y a toujours forcément ouais, de l'autobiographie Mm. dans mes livres. D'accord. Sauf dans George Sand, peut-être quand même. Quoique, c'est idiot ce que je dis, parce que non, forcément, dans la perception qu'on a, enfin, je mets forcément un peu de moi aussi dans un livre qui parle de quelqu'un d'autre, sans doute. Je sais pas où, mais c'était bien quelque part. Est-ce que tu crois pas aussi que George Sand, si elle t'a autant impacté, c'est qu'elle parlait une part de toi? Elle mettait en lumière des parties de toi. Oui, enfin, en tout cas, oui, c'est sûr. En tout cas, moi, j'ai été touchée par cette femme qui se bat pour pouvoir écrire et qui vit de sa plume. Moi, c'est mon cas. Alors, je me suis pas identifiée non plus et je me compare pas à George Sand. Je n'aurais pas cette outrecuidance, mais forcément, c'est un défi de chaque instant de vivre de sa plume Mm. en France en 2021. Donc, voilà. T'as commencé comment d'ailleurs? Comment ça a démarré ta J'étais vie? enseignante. D'accord? J'étais enseignante et je faisais beaucoup écrire mes élèves. T'étais Voilà. enseignante en quoi? Collège, lycée? J'étais enseignante en élémentaire, j'étais prof des écoles. D'accord. J'étais un peu prof aussi en collège avant, mais en lycée, pardon. Mais j'ai pas eu le concours. Ce que je voulais faire depuis que j'étais toute petite, c'était prof des écoles. Donc voilà, j'ai réalisé mon rêve. Et j'ai fait ça 12 ans. Et je faisais beaucoup écrire. Et me suis prise au jeu, en fait. Je me suis mise à écrire aussi à partir des petites contraintes que je donnais à mes élèves. Ça a démarré comme ça. Et le premier livre qui est sorti, Philomène la danse, j'y raconte l'histoire d'un de mes élèves. Alors j'ai changé les prénoms, changé plein de trucs et romancé, mais c'est parti d'une histoire vraie qui était arrivée à un de mes élèves. Voilà. Donc, Et ça a été un succès. et ça a été, ben oui, oui, il est toujours édité ce petit livre-là et il a été réédité plusieurs fois et il marche bien, ouais, ouais, il marche bien. Et puis ensuite, ça c'est, voilà, c'est comme si j'avais ouvert un robinet. Ensuite, Mm. voilà, l'inspiration, je n'ai pas arrêté d'avoir des idées. Et la première année, j'ai quatre livres qui sont sortis. La deuxième, 10. Et puis ensuite, voilà, j'ai arrêté l'enseignement au bout d'un an et demi parce que je pouvais plus faire les deux et que voilà, j'ai de la chance aussi, ça marche très bien. Donc, voilà, j'ai pu arrêter. J'adorais mon métier, mais j'étais contente aussi de l'arrêter. Mm. Voilà. Parce que c'était ta voix. Voilà, Ouais, c'était parce le que là, moment. oui, j'étais partie dans autre chose. Voilà. Il y a la liberté dans mon métier là, à laquelle je tiens beaucoup. Et voilà, de pouvoir ne pas avoir ne pas avoir de patron, ne pas avoir d'horaire décidé pour moi, choisir mes histoires, pouvoir écrire ce que je veux quand je veux, pouvoir ne pas écrire aussi pendant quelques temps si ça ne vient pas. Enfin, tout ça, cette liberté-là, j'y tiens beaucoup et c'est une sacrée chance. Mm. Ce que je trouve formidable aussi chez toi, c'est que finalement, tu es dans plein de domaines. Tu es dans le roman, tu es dans le roman graphique, tu es dans les albums enfants, adultes. Enfin, tu es tellement comme ça, quoi. C'est rare.
C'est ce que j'aime en fait, hein, tout simplement. J'adore ça, j'adore que ça soit foisonnant. J'ai plein de projets et j'aime bien que chaque journée ne se ressemble pas trop à la précédente. Donc bah, j'ai toujours au moins 5 ou 6 projets en cours. Et j'aime bien qu'ils soient très très différents. Là en ce moment, je travaille sur l'idée d'un cherche-et-trouve pour les tout petits tout petits. Et puis je travaille sur Alexandra Davinel. Et puis je travaille aussi sur une BD sur un réfugié syrien, ça, beaucoup autour de la cuisine et là notamment la cuisine syrienne. Donc enfin, j'ai vraiment plein de projets très différents quoi. Donc ça, c'est ce que j'aime. Ça se sent. Merci. Bah, merci à toi. Juste une Merci. question, tes cheveux, c'est naturel? Oui, j'ai arrêté de, bah, comme toi, j'ai l'impression. Comme moi. J'ai arrêté, c'est tout blanc, beau. voilà. J'ai arrêté il y a 2 ans de teindre tout ça, ouais. Ouais, pareil, il y a 2 ans aussi. Ouais, c'est marrant. C'est drôle. Voilà. Ouais. Non, mais je te pose la question, moi, on me la pose tout le temps, il n'y a pas de raison que je pose. Ah, oui. Mais pour être blanc comme ça, c'est que c'est Oui. Voilà. Merci pour ton talent, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Je t'en prie, c'était un plaisir, voilà. merci beaucoup. T'as encore un gros bisou de Magali, ma libraire. Eh ben, T'adore. je ne la connais pas, mais je crois que j'avais lu justement une chronique qu'elle avait écrite à propos, il me semble, de Soleil glacé. Oui, d'ailleurs, elle m'en a parlé quand je suis passée, mais elle l'avait plus. Je me souviens de ça. Oui, tout à fait. Voilà. Une belle et chronique. Elle s'appelle sur Instagram, parce que suivez-la, mais si vous avez des ados et vous recherchez des. Ouais. C'est La Dernière Scène, elle s'appelle La Dernière Scène sur Instagram. Instagram. Okay. Ouais, c'est ça. Ça marche. Et voilà. Merci, très bien. Séverine. Bonne merci continuation, beaucoup. bonne écriture. Merci à toi. Et puis au plaisir de te lire encore et encore. Merci Achetez les livres de Séverine Vidal. Et entre autres, vraiment, gros coup de cœur pour George Sand, qui est vraiment à garder, à offrir, parce que découvrez aussi cette grande artiste. Voilà. Merci. Découvrons beaucoup. les femmes, écrivains. Bravo. Merci. Merci. Séverine. Merci. Au revoir. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. À bientôt.